Chers professeurs, chers collègues, chers amis, c'est vraiment un immense plaisir que de faire cette leçon. J'ai en mémoire les leçons du professeur Vourch, du professeur Dezoubo, du professeur Pauline Saint-Martin, et de m'inscrire dans cette lignée-là, c'est un réel honneur. Donc encore une fois, je suis ému et très content de faire cette leçon-là. J'ai raté quelques leçons à mon départ aux États-Unis, donc vous m'excuserez. Je vais vous parler du Covid-19. Il y a 3 difficultés à parler du Covid-19. La première, c'est que tout ce que je vais dire aujourd'hui sera peut-être faux demain. Et donc, comme c'est enregistré, vous serez indulgents si vous voyez cette vidéo à distance. La deuxième, c'est qu'il y a actuellement 67 millions de spécialistes du Covid-19 en France et qu'il y a une certaine part d'émotion qui parfois prend le dessus sur les faits scientifiques. Et donc, il y a une espèce d'opinion qui parfois prend le dessus. Et puis, la troisième chose, c'est que vous en avez peut-être un petit peu marre. Donc je vais essayer de passer ces difficultés en vous rapportant le témoignage d'un professeur de médecine intensive et réanimation et puis le témoignage qu'on a eu collectivement dans notre service pour cette première vague de Covid-19 à Tours. Ce sont mes conflits d'intérêts, je vais juger s'ils impactent mon discours. Et donc le Covid-19, ça a commencé par cette publication, qui est un petit peu austère quand on la voit comme ça. C'est des auteurs chinois qui sont inquiets d'une pneumonie qui a lieu dans une ville que vous connaissez bien et pour laquelle il n'y a pas de diagnostic. Et donc ils ont exploré 7 patients qui travaillent tous sur un marché aux poissons. Ils ont surtout exploré leur liquide de lavage alvéolaire, donc un liquide respiratoire. Ils l'ont analysé par une technique de métagénomique, c'est-à-dire qu'ils ont analysé tout le matériel génétique qui était dans le liquide pulmonaire. Il y avait 10 millions de résultats qui sont sortis. La plupart sont issus en fait de la production de l'hôte, de l'homme. Et puis il y a 1500 résultats qui sont issus de microbes dans le poumon. Et sur ces 1500, il y a 1300 qui sont allumés comme étant correspondant à un coronavirus et qui étaient le même chez tous les 7 patients. Donc ils ont fait l'analyse de cette séquence-là et ils l'ont confrontée avec une librairie où il y a d'autres pathogènes pour voir les degrés de ressemblance. Et c'est ce qui est fait ici. Et donc je pense que le chercheur qui a vu ce résultat s'afficher sur son ordinateur a dû avoir une petite suée froide parce qu'il s'est aperçu que le virus qu'il venait d'identifier ressemblait à un coronavirus de chauve-souris, la ligne bleue, un autre coronavirus de chauve-souris et surtout il était très proche du coronavirus de type 1 qui avait sévi en 2002-2003. Et donc là, il y avait un scénario annoncé catastrophique. Mais ce qui est important, c'est la date, janvier-février 2020. Que faisiez-vous en janvier-février 2020? Moi, je pense que je prévoyais mes vacances au ski. J'étais très loin de penser que de 1 mort le 9 janvier en Chine, on allait être à 1 million de morts sur toute la planète 8 mois plus tard. Donc c'est de lui dont on parle. C'est un virus qui a une forme de couronne, donc en latin corona, donc on l'appelle coronavirus. Et chez nous, dans notre réanimation, il est arrivé le 14 mars. On a reçu le premier patient le 14 mars 2020. C'est Monsieur X qui est transféré dans notre service pour une désaturation, malgré 6 litres par minute d'oxygène et une suspicion de pneumonie à SARS-CoV-2. Il avait 78 ans, un antécédent d'HTA et de surpoids. Vous voyez, il a un IMC à 27. Et l'histoire de la maladie, depuis le 4 mars est apparu un syndrome grippal avec fièvre, une toux et une fatigue très importante, limitant même ses déplacements chez lui. Et le 13 mars, il consulte aux urgences, il est alors conscient orienté, un peu de fièvre toujours. Il a une pression artérielle qui est normale, une fréquence cardiaque qui est normale, il est marbré de genoux, il a une saturation pulsée en oxygène à 84% en air ambiant. Et une fréquence respiratoire qui est non mesurée. Voilà son scanner. Pour ceux qui ne sont pas habitués, je ne sais pas s'il y en a dans cette salle, mais c'est une coupe qui est transversale du thorax. Vous avez les côtes ici c'est le rachis, le massif cardiaque ici, et les structures noires sont donc les poumons. Ils devraient être tout noirs. Et ce qui est anormal ici, c'est toutes ces structures blanches, donc c'est un filtrat interstitiel, alvéolo interstitiel, et qui signe en fait la pathologie, on l'a compris après. Alors si on prend un peu de recul sur notre patient, et qu'on le compare à la cohorte qu'on a eue ensuite, on a effectivement eu essentiellement des hommes, pour 2 tiers d'entre eux, qui avaient un âge médian à 64 ans, lui avait 78 ans, et les comorbidités les plus présentes, c'était un surpoids, voire une obésité, une hypertension et le diabète. Et finalement, ils avaient peu d'autres comorbidités. Mais toutes ces caractéristiques-là, elles sont très très communes aux infections pulmonaires graves qu'on a d'habitude, c'est-à-dire que ce n'est pas différent de nos pneumonies graves qu'on accueille tous les hivers dans nos réanimations. Et puis là, j'ai mis un petit bémol, ça me fait toujours mal au cœur de voir que la fréquence respiratoire est non mesurée alors qu'il suffit une montre, alors qu'à ce patient, on va le faire des scanners, des PCR, on va faire plein de choses très techniques et on oublie parfois la base. Mais ce qui est atypique, c'est ça. La première chose, c'est qu'il n'a pas de dyspnée. Ce patient ne se sent pas essoufflé,
alors qu'il a un déficit en oxygène qui est très important. Et ça, c'est atypique. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est long. Entre le 4 mars, le 13 mars, puis finalement le 14 mars chez nous, c'est passé 10 jours. Et ça, c'est très atypique aussi pour une pneumonie. Alors si on compare ce patient et nos patients avec nos cohortes habituellement, ils ont finalement peu de signes respiratoires, en tout cas moins que d'habitude. Vous avez ici, c'est notre cohorte de patients avec des pneumonies graves qu'on avait l'habitude de voir. Et puis ici, les patients qui sont Covid-19, et vous voyez qu'ils ont plutôt tendance à moins tousser, à moins cracher et à avoir une fréquence respiratoire plus basse. Et la deuxième observation, c'est que donc c'est plus long. Vous avez ici le délai entre le début des symptômes et l'arrivée en réanimation. Et vous voyez que pour les patients qui sont infectés par le SARS-CoV-2, c'est 10 jours, alors que d'habitude, c'est plutôt 5 jours. Donc ils mettent 2 fois plus longtemps à venir chez nous. Alors pourquoi? Pourquoi ils ont moins de signes respiratoires? Pourquoi ils viennent plus longtemps? Ben pour répondre, il faudrait pouvoir plonger dans le poumon de ce patient, et c'est ce qu'on va faire. On est ici dans le poumon d'un patient SARS-CoV-2, enfin presque. Vous avez ici ces cellules épithéliales. Donc les cellules épithéliales, c'est ce qui recouvre en fait nos structures. Hein. La peau en est une par exemple. Mais là, c'est les cellules épithéliales du poumon qui ont des petits cils. Ici, ce sont les cils. Donc là, c'est l'air qui est au contact de ces cellules-là. Et les cils sont parfois coupés parce qu'ils bougent. Donc ça fait ces petits ronds. Mais tout ça, ce sont des cils. Vous voyez que cette cellule, elle est collée avec une autre ici. Donc ça, c'est une cellule. Ça, c'est le noyau de la cellule. Et donc cette cellule, elle a dû être infectée par un virus qu'on ne voit pas ici et qui va excréter des milliers de petits virus et je pense ces petits points noirs. Mais ce qui est atypique avec le coronavirus, c'est cette structure-là. Il y a un zoom ici, et vous voyez que les virus en fait se sont organisés dans une membrane, dans une double membrane, à l'intérieur du cytoplasme, c'est cette structure que vous voyez, pour être cachés au sein de la cellule. Ils se multiplient dans la cellule, et il ne se fait pas repérer par le système de détection immunitaire de la cellule. Donc ils se multiplient cachés. Si on va un peu plus dans les détails, n'ayez pas peur par ce diagramme non plus. Ici, c'est la réponse interféron. Il y a beaucoup de types interférons, peu importe. L'interféron, c'est une cytokine antivirale très très forte et qui est très importante pour la destruction des virus. Dans cette étude qui est apparue assez vite, on a utilisé des poumons ex vivo, c'est-à-dire que c'est des poumons humains qui ont été retirés pour une chirurgie quelconque et donc qui ont été éliminés, qui ont été utilisés pour être infectés et on a étudié la réplication virale dans ces poumons. Donc le virus se réplique très très vite, on n'a pas la réplication ici mais il se réplique très très vite et on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de production d'interférons. Et vous voyez ici la situation contrôle, on compare à ça et ici c'est le SARS-CoV-2, il n'y a pas de production d'interférons à 24 heures ni à 48 heures et ça c'est très spectaculaire, ça devrait avoir explosé. Donc en fait le coronavirus de type 2 et le 1 aussi on le sait maintenant, se cache et quand il y a une induction, un messager antiviral qui se crée, il va être capable de l'inhiber. Donc c'est un cambrioleur qui rentre chez vous, mais qui passe sous les faisceaux d'alarme, et si l'alarme sonne, il coupe les fils. Donc c'est exactement ce qui se passe, et c'est pour ça qu'il y a eu ce type de phénomène. 2000 militaires prirent la mer sur un bateau, 1000 furent infectés, et seulement 500 se rendirent compte. Parce que finalement, le système immunitaire ne s'est pas mis en place, ou un tout petit peu, ce qui a suffi à éliminer le virus, mais qui n'a pas généré de symptômes. Alors là, les symptômes, c'est souvent l'inflammation. Quand vous tordez la cheville, vous avez la cheville qui gonfle, qui est rouge, qui est douloureuse, ça c'est l'inflammation. Et donc c'est bien ça qui crée les symptômes. Alors si maintenant on revient sur notre patient, son évolution, les paramètres vitaux sont les suivants. Il n'a pas de fièvre cette fois-ci, une fréquence respiratoire qu'on a cette fois mesurée qui est à 36 par minute, c'est élevé. Il a une fréquence cardiaque à 64 par minute, une pression artérielle qui est normale. Il a une saturation de pulse en oxygène qui est à 85%. Alors qu'il a un masque à concentration d'oxygène, c'est-à-dire qu'il respire que de l'oxygène et qu'on n'arrive pas à l'oxygéner. Et en plus, il a des signes de lutte respiratoire. Donc ça ne va pas pouvoir durer longtemps comme situation. Pour les spécialistes, je vous ai mis les gaz du sang. Ce qu'il y a à noter, c'est que les lactates sont normaux. Et si on résume cette présentation clinique, on peut dire que le patient il est monodéfaillant respiratoire. Il n'a qu'un organe qui ne va pas bien, c'est le poumon. Il a une hyperleucocytose, c'est-à-dire qu'il a une production de leucocytes qui est importante, qui est essentiellement pensée par les neutrophiles parce qu'il a peu de lymphocytes. Il a une lymphopénie, son taux de lymphocytes est paradoxalement faible dans le sang. Et le reste de la biologie apporte peu d'informations. Et donc parce qu'il est plus capable d'oxygéner son sang, parce qu'il est plus capable de compenser en respirant très vite ou en augmentant son ampliation thoracique, cette situation ne va pas durer, et donc ne peut pas durer, et donc on le place sous ventilation mécanique invasive, c'est-à-dire qu'on va l'intuber. On va mettre un tuyau dans sa gorge pour le brancher sur un respirateur, et c'est ce qui est fait ici sur cette photo-là. Alors c'est une situation qui est complexe parce que pour l'intuber, il faut l'endormir et dès qu'on l'endort, il arrête de respirer et donc son oxygénation va s'effondrer tout d'un coup
Et le temps qu'il nous faut pour l'intuber va être très très court et on n'a pas trop le droit à l'erreur parce que tout ce temps-là, le patient risque de plus oxygéner du tout et la situation risque de se compliquer. Ce qu'il faut intégrer, c'est que dans ce contexte-là, vous avez la photo là, de l'opérateur, peut-être que vous reconnaissez le docteur Jouan, mais en fait, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que comme il y avait ces conditions d'isolement, les chambres, les 2 portes du sas étaient fermées, et donc ce type de situation urgente et périlleuse se trouve enfermé dans une chambre avec très très peu de possibilités de secours. Et donc ça, c'était vraiment nouveau, et ça a été compliqué à gérer. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un deuxième médecin qui regardait par la fenêtre que tout se passait bien, mais ce deuxième médecin, il a aussi à gérer toute la réanimation. Et donc s'il rentrait, on était ensuite complètement en incapacité de gérer d'autres problèmes potentiellement, et à ce moment-là, on avait 35 lits pris de ce type de patient. Et donc la deuxième difficulté, c'est celle-là, c'est le volume de patients. Ici, c'est le week-end qui a été un petit peu le coup de feu. On a reçu 17 patients sur le week-end. Donc il faut imaginer 17 fois cette histoire, avec toute la suite là qu'on n'a pas, mais tout le travail qu'il faut faire sur chaque patient. Et donc il y a techniquement ces difficultés, et puis il y a une deuxième difficulté qu'on a vue tout de suite, c'est notre incapacité à pouvoir communiquer dans ces situations-là, parce que dès qu'on rentre dans la chambre, on n'a plus le téléphone. Et donc 17 entrées, vous imaginez que c'est 17 fois 5 ou 10 coups de fil pour le même patient. Et donc quand on est 2 médecins, physiquement on n'arrivait plus à se parler, donc on avait décidé de transmettre nos informations et de les recopier sur un tableau blanc comme celui-là. Et puis il y a une deuxième atypie sur cette photo, je ne sais pas si vous la voyez, ceux qui connaissent notre service peut-être, c'est l'espèce de silence qui règne dans ce couloir. Normalement il y a toujours des gens qui passent, il y a toujours l'action, et là il n'y a pas un bruit, parce qu'il faut imaginer que tout le monde est enfermé dans les chambres, les infirmières, les internes, tout le monde est bloqué dans les chambres, et c'est ça qui justifie et qui impose qu'il y ait beaucoup de personnel pour s'occuper de ces patients-là, car ça prend beaucoup de temps et on ne peut plus interagir les uns avec les autres. Alors si on revient sur notre patient, on a ensuite pris un peu du recul sur tous ces patients et puis on s'est posé une question. Est-ce que c'est une pneumonie grave à SARS-CoV-2, c'est une pathologie d'organes du poumon, ou est-ce que c'est une pathologie qui est systémique, c'est-à-dire qui touche l'ensemble de l'ensemble du corps? Et à ce moment-là, c'était vraiment présenté comme une défaillance multiviscérale, c'est-à-dire qu'il y avait une défaillance de tout l'organe, dont le poumon, et pas l'inverse. Et nous, ça nous a étonnés et on a très vite rapporté ces constatations-là, c'est-à-dire qu'il nous semblait que les patients, en fait, ne répondaient même pas à la définition du sepsis. Pour faire très simple, on a une infection. Si cette infection elle est grave et touche un organe, on parle de sepsis. Et puis si c'est encore plus grave et qu'il y a un problème de pression artérielle, on parle de choc septique. Et nos patients, ils n'avaient pas un choc septique à l'admission, ils n'avaient pas un sepsis, ils ne rentraient pas dans cette définition, ils avaient juste une infection. Et ça, c'était très en opposition avec ce concept qu'on a vu émerger et qui est toujours très largement rapporté de cytokine storm. Cette idée d'orage cytokinique, c'est de dire que le système immunitaire a convulsé. Il y a une telle décharge d'inflammation dans tous les sens qu'il n'y a plus de signal audible au sein de l'organisme. C'est comme une convulsion en fait, hein. Il y a un signal dans la tête qui transmet l'information, puis il y a un suffrage et on trie l'information qui est déterminante et c'est ce qui permet de faire un mouvement. Et puis si cette information est incohérente, et bien, il y a des mouvements qui sont inappropriés. C'est pareil pour cette idée de cytokine storm. D'ailleurs, si on regarde Wikipédia, on voit maintenant cytokine storm avec le SARS-CoV-2. Voilà, on s'est déjà passé dans les mœurs. Et tout ça part de cette publication. Alors cette diapo, elle est affreuse, vous avez tous envie de raccrocher, mais c'est important que vous la voyez parce que c'est comme ça que ça a été publié et c'est comme ça que les gens se sont appropriés de ce problème-là. Donc que dit cette planche? Elle mesure dans le sang toutes les interleukines de patients qui sont des patients contrôle, des patients qui ont le Covid et qui sont en réa, et des patients qui ont le ou la Covid et qui sont dans une gravité intermédiaire. Et donc ce qu'on a vu, c'est que toutes les interleukines sont augmentées de façon significative statistique, et donc on a dit c'est un cytokine storm. Mais on a parfois oublié d'aller regarder les détails, et les détails c'est les valeurs. Alors on ne va pas toutes les faire bien sûr, mais dans l'inflammation il y en a 3 qui sont importantes, IL1β, IL6 et TNF-alpha. Et regardez bien, quand on compare, on voit que les patients graves sont plus élevés que les patients qui sont non malades, ça c'est logique, et on dit que les patients graves sont plus graves que les patients moins graves, c'est aussi logique. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est les valeurs ici. En fait, comparer 1 picogramme versus 2 picogrammes, ça n'a aucun sens biologique en fait. Biologiquement, c'est très très faible. Et donc même si statistiquement c'est différent, en termes de biologie, ça a très très peu d'impact. Et la deuxième chose, c'est qu'ici, il y a l'inhibiteur de ça. Donc là, on appuie sur l'accélérateur et là sur le frein, donc le message est compliqué à analyser. Et si on regarde l'IL6,
L'IL6, là vous voyez des valeurs qui sont élevées, mais c'est inférieur à 100. Nos patients habituellement qui ont une infection respiratoire grave, ils ont entre 200 et 400. Donc en fait, il y a une inflammation systémique, donc dans le sang, mais qui est habituelle en fait, habituelle dans cette situation grave de réanimation. Et il n'y a pas d'élément pour dire qu'il y a un cytokine storm, c'est-à-dire une décharge non contrôlée de cytokines, en tout cas dans le sang. Alors tout ça, c'est des données qu'on fait au laboratoire, donc on n'est pas habitué, nous médecins, à analyser ça, c'est pour ça qu'il y a une confusion. Il y en a une que vous connaissez bien pour ceux qui pratiquent, c'est l'IL6. Elle va induire une protéine qui va être très rapidement produite dans le foie, qui est la CRP. Et la CRP, elle est corrélée en intensité avec l'IL6. Et donc si on compare nos patients, si on compare nos pneumonies habituelles avec les patients qui ont le Covid, ils ont la même valeur de CRP. Donc on n'a pas d'argument pour dire que l'inflammation est différente ou plus élevée, en tout cas au niveau systémique pour nos patients. Il y a une deuxième chose qu'on pourrait discuter, c'est que tous ces paramètres-là sont mesurés dans le sang. Et nous, l'infection, elle est pulmonaire, d'accord? Donc moi, ça m'a fait penser un petit peu à cette blague, je ne sais pas si vous la connaissez. Ici, c'est quelqu'un qui cherche sa pièce, qui a perdu sa pièce, il y a quelqu'un qui vient l'aider et qui lui dit « Mais tu l'as perdu ici, ta pièce ?» Il fait « Non, je l'ai perdu 2 rues plus haut, là. » Il dit bah, « Pourquoi tu regardes là, alors ?» Il dit « Parce que là, je suis sous lampadaire, la lumière est meilleure. » Donc là, on peut remplacer avec le SARS-CoV-2, ça marche très très bien. Hein. Là, lui, il cherche à comprendre l'immunopathologie du Covid, hein, les problèmes immunologiques. Et lui dit « Le SARS-CoV-2 infecte le sang ?» Il dit « Non, ça n'infecte pas le sang, mais les poumons. » Il dit « Mais pourquoi tu regardes le sang ?» Parce que dans le sang, c'est beaucoup plus facile. Hein, et donc, c'est sur cet argumentaire-là qu'on a été chercher et on a essayé de comprendre dans notre service, associé à une équipe INSERM, la corrélation des événements pulmonaires et des événements sanguins. C'est un travail qui a été piloté par Yuen Zhuang sous la direction de Christophe Paget et qui a été permis parce qu'il y a une interaction qui est très très forte entre les deux équipes. On a été capable de réagir très vite, même en temps de crise. Et donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais les messages principaux sont ceux-là. On a vu qu'il y avait une lymphopénie tout à l'heure, c'est-à-dire que les taux de lymphocytes dans le sang étaient très très bas. Mais si on regarde en même temps dans le poumon, c'est l'inverse. Les taux de lymphocytes sont très augmentés dans le poumon. Donc en fait, on comprend que les lymphocytes partent du sang pour être recrutés dans le poumon sur le site de l'infection. Et donc il y a un phénomène d'extravasation qui est médié par une interleukine, l'interleukine 18 en l'occurrence, mais on peut passer ça. Et puis pour votre information, c'est une population très particulière de lymphocytes qui s'appelle les MATE, et que vous sachiez quand même que l'équipe INSERM ici, avec Yuen Zhuang et puis Christophe Paget, sont très pionniers dans la description de ces lymphocytes qui sont nouveaux, notamment leur rôle dans le poumon. Ici, vous avez l'interleukine 6, vous vous rappelez, on en a parlé tout à l'heure, on avait dit que c'était inférieur à 100 dans le sang, on a retrouvé les mêmes résultats chez nos patients. C'est une échelle logarithmique, hein, donc à chaque fois on fait x10, donc le 50 est vers là, donc on a à peu près les mêmes résultats. Par contre, quand on regarde dans le poumon, là on a 10 000, hein, donc c'est 100 fois supérieur à ce qui se passe dans le sang. Donc l'inflammation, elle est dans le poumon. C'est le poumon qui est inflammé, et il y a un phénomène de fuite dans le sang, et c'est pour ça qu'on voit des médiateurs inflammatoires, mais c'est bien le poumon le problème. Alors si on veut essayer de modéliser, on pourrait essayer de proposer en tout cas ce modèle d'événement si on conjugue l'infection virale, la réponse immunitaire et les symptômes. Ça, c'est le schéma le plus classique de quelqu'un qui est infecté, qui s'en sort bien. Vous avez l'intensité ici, et puis le temps ici. Là, c'est la charge virale qui augmente. Il y a une réponse immunitaire, vous avez vu, qui est décalée. C'est l'immunoévasion qu'on avait au début, qui est faible, mais qui finalement suffit à éliminer le virus. Et donc, il y a peu ou pas de symptômes. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un traitement qui marche très très bien, c'est notre système immunitaire. En pratique, pour la plupart des gens, ça marche très très bien et on est capable d'éradiquer le virus. Et puis, il y a nos patients de réanimation qui sont un peu plus particuliers. On ne sait pas exactement pourquoi, mais qui, eux, ont une charge virale qui est très importante. Peut-être qu'elle est très importante au début et c'est ça qui va générer la suite. On ne sait pas s'il y a une corrélation encore à ces deux niveaux-là. Mais la charge virale est très importante et surtout, il y a un décalage important avec l'immunité qui va décaler plus tard. Mais par contre, quand elle va ouvrir les yeux et qu'elle va comprendre qu'elle s'est fait tromper et qu'il y a des virus qui sont multipliés en pagaille dans les cellules, boum, elle va lancer une réponse très importante qui va partir très vite et qui va être difficile à rétrograder ensuite. Et donc cette réponse elle va être trop importante et elle va créer des dégâts. Vous voulez tuer une mouche dans votre salon, vous prenez la tapette à mouche et vous tuez la mouche, mais vous cassez le vase qu'il y a derrière. C'est exactement pareil. L'immunité est capable de détruire le virus, mais elle va détruire le poumon aussi.
Et ces phénomènes-là, c'est des phénomènes d'immunopathologie, où là, c'est notre propre immunité qui va en fait détruire notre organe. Et donc finalement, on peut imaginer qu'il y ait deux phases dans cette pathologie, une phase infectieuse virale, la première phase, et puis une phase dysimmunitaire, la deuxième phase. Vous vous rappelez que nos patients, ils arrivent tard chez nous, ils arrivent probablement sur la deuxième phase. C'est-à-dire que paradoxalement, le virus, c'est plus trop le problème. Et c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à montrer qu'il y a un traitement antiviral qui marche, parce qu'en fait, le virus, nos patients, ils meurent, le virus est déjà éliminé en fait. Et donc en fait, le problème viral est au deuxième plan paradoxalement. Par contre, c'est ce problème-là qui est important. Et donc là, ce qu'on veut, c'est atténuer cette réponse immunitaire qui est exagérée. On veut une molécule qui diffuse dans le poumon, qui soit capable d'atteindre différentes voies de signalisation inflammatoire. Si on appuie juste sur l'interleukine, les autres vont remonter. C'est comme une fontaine, quand on appuie sur un trou, les autres niveaux d'eau augmentent. C'est exactement pareil, il faut quelque chose qui soit pléiotrope. Et il faut aussi un produit qui empêche la cicatrisation anormale du poumon. Et donc ce produit-là, finalement, c'est plutôt les corticoïdes. Et ça a été démontré par notre équipe, sous l'impulsion de Pierre-François Dequin, qui a permis la réalisation de cette étude multicentrique, qui a été aidée aussi par notre collectivité, par le CHU, et qui a permis de démontrer l'effet des corticoïdes chez les patients de réanimation avec le Covid-19. On pourra discuter des statistiques si vous voulez, parce qu'il y a quelques atypies, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les patients qui reçoivent de l'hydrocortisone, à 21 jours, il y a moins de morts, ils sont moins ventilés, et ils sortent plus de la réanimation. C'est une étude qui est publiée dans le JAMA, c'est un article qui est majeur et je suis ravi de le présenter à la place de Pierre-François parce que quand il le fait, il est trop modeste. Donc moi, je vais pouvoir y aller à fond. Il faut savoir qu'il n'y a que 4 études qui ont été publiées sur les corticoïdes au sens large. Il n'y en a qu'une seule qui est randomisée contre placebo et en double aveugle. Il y en a une seule à l'échelle mondiale, elle est faite par Tours. Et cette étude a été faite et l'OMS a changé ses recommandations dans les jours qui ont suivi en s'appuyant sur ces 4 études et notamment sur celle-là. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que Tours a fait changer les prescriptions à l'échelle de la planète et alors qu'il y a une pandémie. Je vous avais dit que je ne serais pas modeste. Mais c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est-à-dire que hier, Donald Trump a reçu des corticoïdes, il les a reçus parce que Pierre-François Dequin a mené cette étude. Mais voilà, donc encore une fois, c'est un problème qui est majeur. Je voudrais juste, il y a une toute petite chose, et je reviens en arrière. Ça marche quand on est là, mais c'est possiblement délétère quand on est là. Parce que si on appuie sur la tête du système immunitaire, on va aider encore le virus à se développer. Donc ce qui a été démontré, c'est que ça marche au-delà de 7 jours. Donc si demain vous avez une PCR positive, ne prenez pas de corticoïdes. Attendez d'être très malade. Alors si on revient sur nos patients et leur prise en charge en réanimation, vous avez ici des photos qui ont été prises dans notre service et vous voyez qu'il y a une fourmilière qui a été mise en place et qui a été très efficace. Vous voyez que pour tourner un malade, il faut être 4, 5 quand on veut le tourner sur le ventre. Donc tout de suite, on a besoin de beaucoup de personnel pour être en capacité de traiter sereinement ces patients. Vous avez ici la comparaison des différents traitements qu'on a mis en place chez ces patients-là par rapport aux pneumonies habituelles. Alors vous voyez que ici, c'est les pneumonies habituelles qui sont graves, mais pas à SARS-CoV-2. Et ici, les pneumonies à SARS-CoV-2. Le recours à la ventilation mécanique invasive est le même. Par contre, les critères de gravité de la ventilation invasive sont différents et sont très élevés ici. Le SDRA, c'est en gros un poumon inflammatoire qui a tous ces critères qu'on a développés. Il faut mettre ces patients sur le ventre, car ça permet, et donc quand ces patients sont très graves, on les met sur le ventre et on a dû en mettre beaucoup sur le ventre. Et on a l'impression d'un bénéfice assez important, ce qui a incité notre service, par le biais de Stéphane Herman et de Jonathan Pérez, de mettre en place, toujours dans cette situation compliquée, un protocole pour voir s'il ne fallait pas les mettre sur le ventre plus tôt, avant qu'ils soient ventilés. Et ça, c'est une étude qui est en cours actuellement. Ces patients ont été ventilés 2 fois plus longtemps qu'habituellement et ils ont acquis beaucoup d'infections nosocomiales. Alors probablement parce qu'ils ont été ventilés plus longtemps, probablement parce que leurs poumons étaient plus fragiles et possiblement pour un autre mécanisme qu'on n'a pas encore compris. Les vasopresseurs, qui témoignent un peu de leur défaillance hémodynamique, étaient identiques, de même que le recours à l'exploration extra-rénale, qui tend toujours à dire que c'est un problème surtout pulmonaire. Et surtout, il y a un critère qui est dur, qui est important, parce qu'il est non négociable, c'est la mortalité. La mortalité en réanimation, elle a été chez nous de 10%.
Ce qui est important d'abord, c'est de voir qu'on a la même mortalité pour les pneumonies à Covid-19 que pour les pneumonies habituelles qu'on a en réanimation. Donc dans ces conditions de crise, on a été capable de garder nos standards et d'avoir la même mortalité. La deuxième chose, c'est que ce virus, il est probablement virulent pareil à l'échelle de la planète et à l'échelle du monde. Les mortalités rapportées en réanimation sont entre 20 et 80%, et en France entre 20 et 40%. Alors on ne peut pas faire de comparaison directe, notamment avec l'Est de la France qui ont pris une première vague très très violente alors que nous on a pu se préparer. Mais quand globalement on peut comparer un petit peu avec d'autres réanimations, il y a un signal qui est très très positif sur la qualité des soins qu'on a pu faire sur notre CHU, c'est-à-dire que voilà, on est dans le haut du panier sur les critères de mortalité. Quand il y a ce genre de discussion, tout le monde dit qu'ils sont moins graves chez nous. En fait, ils sont ventilés exactement pareil, avec le même taux de SDRA, et encore une fois, je pense que le virus a été agressif partout pareil à l'échelle du pays. Quelques messages. D'abord, et c'est important, aucun patient n'a été refusé en réanimation sur notre site. Et ça, c'est vraiment important. On refuse parfois des patients en réanimation parce qu'on juge que ce n'est pas utile pour eux de venir en réanimation, parce qu'ils ont trop de comorbidités, ils ont une perte d'autonomie importante ou ils sont trop âgés. Et c'est en général un ensemble de ces discussions composites qui nous fait prendre ces décisions. Mais ça n'a pas été différent en période de Covid. La deuxième chose, c'est que nous n'avons pas exposé nos patients à des traitements qui n'avaient pas été validés scientifiquement. C'est-à-dire qu'on a gardé notre ligne de conduite et on a traité les patients comme on le fait habituellement, c'est-à-dire qu'on attend que la science démontre pour nous l'appliquer dans nos soins. Et donc on n'a pas mis des médicaments qui parfois ont été introduits sur le coup de l'émotion. Bien sûr, on a mis ces médicaments quand il y avait une indication habituelle ou quand il y avait un protocole de recherche en cours. Et puis la deuxième chose, ça a été difficile parce que les visites ont été interdites alors que des patients étaient dans un état très très critique et on est habitué à être très proche des familles. Et donc on a mis en place un système où les étudiants en médecine ont appelé au moins une fois par jour toutes les familles. Bien sûr, nous aussi on les appelait en plus, mais ils avaient la garantie d'être appelés une fois par jour. Alors en conclusion, on a traversé cet épisode, on était un petit peu stressé au début, et puis assez rapidement on a commencé à être serein, et puis à la fin on a le sentiment d'avoir fait un bon travail. Et je pense que ça c'est important. Ce qui est important, c'est que quand l'hôpital ne va pas très bien, on a tendance à critiquer l'administration. Et quand il va bien, je pense qu'il faut au contraire féliciter. Sur le terrain, on a senti qu'on avait une administration hospitalière qui prenait des décisions rapides, qui prenait des décisions qui nous semblaient très logiques. Et sur le terrain, on l'a senti très très vite. Et ça a été très très réconfortant. Donc ce résultat, c'est un résultat de notre service, mais plus largement de notre CHU. Et je suis content d'avoir la parole ici pour remercier également tout l'ensemble de nos collègues. Je pense aux anesthésistes réanimateurs qui ont pris en charge nos patients habituellement et qui l'ont fait très bien. Je pense aussi à nos autres collègues qui n'ont pas été dans l'œil du cyclone, mais dont leur spécialité est tout aussi importante et qui ont accepté de se mettre en recul pour que nous, les infirmières, pour s'occuper de ces patients-là. J'ai même en mémoire un médecin urologue qui a géré un centre de prélèvement clinique. C'est remarquable. Moi, j'ai fait mon métier que je sais faire, mais lui a fait un métier qu'il a improvisé. Et donc ça, vraiment, je suis très respectueux de ça. Et puis, j'ai une pensée aussi pour mes collègues microbiologiques, parce que nous, on a eu une grosse vague, et puis après, on est parti en vacances. Et eux, ils ont été toujours sous la vague, et je pense qu'ils le sont encore. Voilà, donc si des étudiants voient cette vidéo, je voudrais les rassurer. Vous arrivez dans un endroit où on fait de la bonne médecine et où on fait de la bonne science, parce qu'en période de pandémie, on a pu publier un JAMA sous la direction de Pierre-François Dequin et un JXMed sous la direction de Yuen Zhuang. C'est deux articles qui sont majeurs et qui ont un impact à l'échelle mondiale, et donc ça, je pense qu'il faut le dire et le souligner. Encore une fois, vous allez dire que je ne suis vraiment pas modeste, mais je le pense vraiment sincèrement. Et je vous remercie de votre attention et je vais me permettre de remercier mes mentors pour ce parcours HU. Il y a énormément de gens que j'aime remercier, mes collègues qui sont là et en qui j'ai une reconnaissance énorme pour leur soutien. Mais pour cette carrière HU, il faut des phares dans la lumière et je pense qu'ils sont ici. Il faut rencontrer des gens qui inspirent et qui poussent à se dépasser. Et c'est Dominique Perrotin que j'ai rencontré en premier et qui vraiment a eu de l'ambition pour moi, mais peut-être j'en avais pas suffisamment et qui m'a permis de faire ce parcours-là. J'ai la chance d'avoir un chef de service qui est serein, qui est toujours de bonne humeur et en qui j'ai une parfaite confiance et ça c'est inestimable. J'ai fait mes premiers pas de recherche dans le labo de Patrice Dio. C'est le premier à qui j'ai rendu un manuscrit d'article et qui est revenu tout rouge, tout barré et j'ai compris l'exigence de la recherche.
Et Monsieur Dio m'a accueilli en Master 2, il m'a dit qu'il me soutiendrait pour ma carrière HU. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est tenu parole aujourd'hui. Et puis j'ai une pensée aussi pour Mustapha Sitar, avec qui on fait un binôme de choc et avec qui on est capable de casser toutes les frontières dans la recherche. Et on n'a pas de limite dans ce qu'on peut inventer, et ça c'est également inestimable. Et puis à titre très personnel, j'ai la chance d'avoir une femme extraordinaire qui fait une carrière universitaire brillante et avec qui je fais pousser 3 enfants magnifiques. Et c'est vraiment un travail d'équipe. Donc voilà, je vous remercie aussi pour ça. Je vous remercie à tous pour votre attention. Certains, vous feriez une leçon brillante. J'ai été conforté dans ma certitude. En plus, vous avez su y mettre, comme toujours d'ailleurs, à côté de votre intelligence, de votre professionnalisme, beaucoup d'humanité. Et c'est effectivement bien à l'image de vos mentors, je ne parle pas de moi, de ceux qui vous ont appris la réanimation. Dominique Perrotin était désolé, vous savez, parce qu'il n'est pas en possibilité d'être là ce soir. Mais je sais qu'il est aussi avec vous par la pensée. Et puis Pierre-François Dequin, bien sûr, il doit être là, je suppose. Toute l'équipe de réanimation qu'on a invité à être là. Et puis évidemment, Mustapha Sitar, vous avez raison, on a de la chance d'avoir quelqu'un comme lui, parce que vous avez dit bousculer les frontières, permettre la pluridisciplinarité, et c'est vraiment grâce, je le vois dans le fond, ça me fait plaisir, c'est vraiment grâce à des chercheurs comme lui, et puis grâce à des cerveaux brillants comme vous, qu'on arrive à avancer, et effectivement, je pense, à incarner une forme d'excellence de la médecine en France, à Tours, ici. Voilà, merci beaucoup. Merci.